Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV, en partenariat avec France 24. En Irak, la guerre contre l'organisation État islamique passe aussi par l'image et l'information, tandis que les terroristes inondent les réseaux sociaux de vidéos et photos de propagande. 1500 correspondants de guerre irakiens sont actuellement déployés pour couvrir la progression de l'armée régulière et des milices vers Mossoul. De véritables guerriers de l'information qui accompagnent les soldats en première ligne, régulièrement blessés. Certains reporters sont même amenés à filmer leur propre mort en direct. Patriotes, fiers de leur drapeau, ils participent à leur manière à la guerre contre l'organisation État islamique et invoquent souvent Dieu pour gagner cette guerre sainte contre le mal. Dominique Hennequin, Thierry Simonet. Ils sont de tous les combats. Micro et caméra à la main, ils couvrent la progression de leurs forces armées vers Mossoul, la bataille finale. Bonjour tout le monde, comment va le moral? Ces reporters de guerre seraient 1500 sur le terrain. Une couverture exceptionnelle pour gagner la guerre de la communication contre Daesh. C'était une voiture piégée? T'as filmé? Ces soldats de l'information accompagnent les troupes en première ligne pour filmer les combats au plus près. Patriotes et fiers de leur drapeau, ils invoquent Dieu pour les protéger. Héros d'une télévision de guerre qui vante leur courage et leur prise de risque, ils sont les acteurs d'une télé-réalité qui diffuse parfois leur propre mort en direct. Au nord-est de Bagdad, la province de Diyala a été récemment libérée de l'occupation de Daesh. Les villages sont sous contrôle, mais des groupes de djihadistes sont toujours actifs dans le désert. Les forces armées souhaitent en finir et se déplacent avec d'imposantes colonnes blindées, régulièrement attaquées. 8 membres des forces de police ont été tués il y a quelques jours. En éclaireur, des unités de SWAT, les forces antiterroristes, fouillent le désert en amont d'un barrage. Ali Jawad, journaliste de la chaîne Irakia, en équipe avec le caméraman Ali Abid, couvre cette opération. Qu'est-ce qui se passe ici? Sur la zone, nous avons trouvé des motos, des fusées et aussi des armes. La plupart des Irakiens ne savent pas ce qui se passe dans cette zone, ni les efforts réalisés par nos forces. C'est une zone isolée, coupée du monde. Leur seul moyen d'avoir de l'information, c'est grâce à nous. Les SWAT s'assurent que les maisons isolées ne sont pas occupées. C'est toujours dangereux car souvent, le portail d'entrée ou l'intérieur de la maison est piégé. Depuis l'offensive de Daesh il y a 2 ans, les 2 reporters ont visité des centaines de maisons comme celle-ci. Cette maison qui a été occupée par les bandits de Daesh est remplie d'armes. Dans Fallujah, ils filment des caches de munitions, mines anti-chars, mortiers artisanaux abandonnés par l'ennemi lors de leur fuite vers le centre-ville. Tikrit, Ramadi, Anbar. Les journalistes vont sur tous les terrains d'opération. Parfois, l'ennemi est à moins de 10 mètres, de l'autre côté d'un talus. Nous sommes sur la première ligne de front. L'ennemi est à quelques mètres, comme vous pouvez le voir. Les reporters ont vu des milliers de familles irakiennes abandonner leurs maisons et fuir les combats sous les balles de Daesh. Ce jour-là, à Seklawiya, la peur se lit sur les visages. À l'abri des tirs, les habitants pensent être en sécurité. Mais un djihadiste se mêle à la population et se fait exploser.
L'ennemi envoie ses candidats au suicide par centaines. Ali, filme devant. Des voitures bourrées d'explosifs se précipitent sur les colonnes blindées pour ralentir la progression des forces armées. Nous sommes en première ligne. Nous sommes là pour capter les sensations des combattants. C'est là que vous mesurez la peur. Vous captez la joie, l'excitation. Une fois qu'ils ont nettoyé la zone, ils ôtent le drapeau de Daesh et mettent le drapeau irakien. C'est la preuve de la victoire et nous sommes là pour filmer ça. Ces instants sont inoubliables. Ce soir encore, le caméraman et le présentateur sont sur la route. Ali Jawad appelle ça une mission, pas un reportage. J'adresse ce message à nos forces des premières lignes, que ce soit aux héros de notre armée ou aux milices populaires. Je veux que ce message soit un encouragement fort pour nos troupes, mais aussi je veux qu'il casse le moral de nos ennemis. Daesh regarde toutes nos émissions et ne peut empêcher la population sous leur coupe de faire de même. Si Dieu veut, j'espère qu'il n'y aura bientôt plus que la grande ville de Mossoul à libérer. Dans cette attente, j'ai vraiment un sentiment de joie et d'espérance. Je suis fier de mon travail. Les tournages se déclenchent souvent la nuit. Au milieu des combats, l'équipe filme les offensives de l'armée régulière avec une caméra de vision nocturne. Imperturbable, Ali fait son plateau au milieu des échanges de balles. Ali, on avance, viens, filme. Ce soir, tout est calme. Comme souvent, l'équipe dort dans une caserne en attendant d'être menée le lendemain sur le terrain par les militaires. À la sortie de Bagdad, les colonnes blindées se succèdent. 30 000 combattants convergent vers la route du Nord. Aucun doute, la bataille de Mossoul se prépare. La période promet d'être intense pour les correspondants de guerre irakiens. Une équipe de la télévision Hachid Chabi couvre ces préparatifs. Hachid Chabi est le canal officiel de la mobilisation populaire. Ahmed Kadoum, 32 ans, enchaîne les reportages depuis le début de la contre-offensive, il y a 2 ans. Il raconte au jour le jour la vie de cette armée de volontaires, 120 000 hommes de toutes origines qui combattent aux côtés des forces régulières pour libérer le territoire. On va les battre. Que Dieu maudisse Daesh et ses partisans. Venus de Nadjaf, des religieux chiites, envoyés d'Ali Sistani, s'assurent que l'offensive s'organise dans les meilleures conditions. Ali Sistani est à l'origine de la fatwa qui a ordonné le rassemblement des mobilisations populaires. Si vous regardez autour de vous, cette zone est occupée par des chiites, des sunnites, des chrétiens et des yézidis. Nous leur avons rendu visite et échangé sans problème. Notre chef bien-aimé Sistani insiste beaucoup pour éviter toute division. Il ne faut faire aucune différence entre les Irakiens. Quelle que soit leur religion ou leur ethnie, tous les Irakiens sont égaux. Ahmed se considère comme un soldat de l'information. Tout à fait. Le reporter de guerre peut être considéré comme un combattant. Avec ma caméra, je participe d'une certaine manière au combat, surtout que j'ai vécu plusieurs guerres. Le reporter de guerre est un atout pour le moral des troupes
et pour la victoire. Il faut s'identifier pour passer les checkpoints, si on veut emprunter la seule route qui mène vers Mossoul. Ce mince corridor est stratégique, car il mène à un aéroport, base arrière pour la libération de Mossoul. Officiellement libérée, cette voie d'accès n'est pas sûre. Des soldats gardent la route, et ça ne suffit pas pour protéger les véhicules. Les casemates sont régulièrement attaqués par de petits groupes de djihadistes. Daesh est en face de vous, à droite, sur les hauteurs là-bas, à 4 ou 5 kilomètres. On peut les atteindre avec l'artillerie. Les soldats sont fiers d'accueillir Ahmed. Ils regardent ses reportages sur leur téléphone et espèrent qu'ils en seront bientôt les héros. Les médias sont super. Ils nous soutiennent moralement. Ils sont puissants et nous donnent de la force. Nous avons un moral d'acier. Des bénévoles venus de tout le pays assurent la logistique. Ils préparent des repas et tous ceux qui veulent se restaurer peuvent s'arrêter. Sur la route, des carcasses de voitures et de camions marquent l'empreinte des attaques de Daesh. Encore une attaque. La cible était une casemate non loin d'ici, mais la voiture bourrée d'explosifs a manqué sa cible. Ce matin, il y a eu une attaque à la voiture piégée. La voiture venait de là et se dirigeait vers cette zone là-bas, avant de croiser et de percuter ce camion de transport de matériel. L'explosion a eu lieu ici même. En raison de l'attaque, la route est fermée à la circulation. Impossible d'aller plus loin. Nous repartons en sens inverse. Sur le chemin du retour, Ahmed s'arrête à Beidji. Ici, les combats ont été intenses pour reprendre l'un des fiefs de Daesh. C'est une ville fantôme, vidée de ses habitants. La plupart des maisons ont été piégées par Daesh avant leur départ. Nostalgique de l'ancien régime et opposé au pouvoir chiite de Bagdad, la ville a fait allégeance à Daesh. Les gens ici sont de vrais partisans de Daesh. Vous voyez toutes ces destructions? C'est l'œuvre de l'occupant. Ce sera difficile pour les habitants de revenir un jour ici. Daesh a tout détruit, malgré le soutien des habitants de Beidji. On le comprend, Ahmed n'aime pas beaucoup ces sunnites qui ont choisi le camp de l'occupant. Ces reportages s'adressent en priorité aux chiites. À l'image de la société irakienne, la télévision est divisée par communauté. Plus de 40 chaînes de télévision émettent désormais sur le territoire. Chiites, sunnites, kurdes, chrétiens et tous les partis politiques. Dijla est la chaîne des sunnites. Ouna Bagdad est une chaîne chiite opposée au gouvernement. Al-Forat, l'Euphrate, est la chaîne du Conseil supérieur islamique, parti politique financé par l'Iran. Même source de financement pour la télévision Al-Ghadir. Les fonds viennent aussi de l'Iran voisin. La tenue de la présentatrice ne laisse aucun doute à ce sujet. Je vais vous faire visiter la rédaction. C'est l'un des départements les plus importants. Ici, on rédige et on organise les différents sujets à diffuser.
Le directeur assume ce financement. Dans son bureau, le portrait d'Ali Khamenei, guide suprême de la révolution islamique iranienne. Al-Ghadir se consacre exclusivement à la cause des chiites. L'accumulation des événements depuis quelques années a favorisé l'explosion de médias d'information de toute nature. Pas seulement les médias traditionnels, mais aussi les réseaux sociaux et aussi l'information web. Tous ces médias essaient de toucher le public le plus large possible à travers l'Irak. Dans ce paysage audiovisuel, une exception. La chaîne NRT refuse les aides de l'État qui financent les médias irakiens. NRT est la propriété d'un riche homme d'affaires d'origine kurde qui laisse la rédaction indépendante. Son directeur dénonce le manque d'ouverture de la télévision irakienne. La grande majorité des chaînes d'information sont liées au parti islamique, au parti de gouvernement et à certaines milices militaires. Les médias réellement indépendants sont très minoritaires en Irak. Notre chaîne, NRT, est vraiment indépendante. Et depuis que je suis à sa tête, je n'ai jamais connu de censure. Quelle que soit la chaîne, la bataille de Mossoul occupe tous les écrans. Des clips de propagande appellent à la mobilisation armée. Une offensive médiatique très efficace pour enrôler les hommes dans les forces de mobilisation populaire. C'est une réponse à la redoutable communication de Daesh. Ces derniers mois, la fréquentation des sites djihadistes est en chute libre. La chaîne nationale Irakia s'est muée en télévision de guerre. Nous retrouvons Ali Jawad, son présentateur vedette. Chaque semaine, il produit Riposte, un programme de 52 minutes, très regardé par la population et les forces armées. Montage serré, musique efficace, un véritable film d'action en situation réelle. Ce genre d'émission participe à la mobilisation de la société irakienne. Nous construisons une conscience collective nationale et nous montrons à tous ce que représente le danger Daesh. Ali Jawad et son coéquipier caméraman ont plusieurs fois échappé à la mort. Une balle dans la jambe, puis quelques semaines plus tard, de graves brûlures après l'explosion d'une roquette. Ali a interrompu son programme. Une parenthèse pendant laquelle il passe un peu de temps avec son épouse et ses 6 enfants. Mais à l'heure du déjeuner, son émission est rediffusée à la télévision. Le travail n'est jamais loin et son portable reste toujours branché. Bien sûr, mes enfants ont peur quand ils me voient dans l'émission sur les champs de bataille. J'essaye de les rassurer et de leur dire que la situation est sous contrôle, qu'il n'y a pas de danger. Malgré cela, à chaque émission, ils ont peur. À côté de ses récompenses, la photo de son meilleur ami, Ali Mahmoud, un caméraman qui partageait toutes ses missions. Il a été tué quand Ali a été blessé. Les portraits des reporters martyrs s'affichent en grand sur les murs pour honorer leur mémoire. 10 journalistes tués et 30 blessés depuis le début de l'offensive contre Daesh il y a 2 ans. 450 morts depuis 2003. Plus que pendant toute la Seconde Guerre mondiale ou la guerre du Vietnam. Blessé par un sniper de Daesh,
Ali Amjad a perdu l'usage de ses jambes, mais il espère pourtant reprendre son travail de caméraman dès qu'il sera appareillé. Aujourd'hui, je ne veux pas dépendre de la société en tant qu'handicapé. Même si on ne m'aide pas ou que je n'ai pas l'autorisation, je veux exercer mon métier. Je peux être utile autrement, pas forcément sur le champ de bataille, mais je veux reprendre ma mission de reporter de guerre. Un jour, je reviendrai. L'offensive sur Mossoul n'est plus qu'une question d'heures. L'Irak met de gros moyens à disposition des centaines de journalistes qui débarquent pour suivre la bataille. 25 camions de transmission satellite, 10 voitures équipées de connexion Internet pour diffuser la bataille en direct. Le service de presse de la mobilisation populaire met à disposition tous les moyens nécessaires à la diffusion de l'information pour montrer la vérité sans aucune restriction ou censure afin que le monde entier puisse prendre conscience de ce que représente Daesh. Comme à leur habitude, Ali Jawad et le caméraman Ali Abid sont sur le front, au plus près des combats qui s'engagent dans les villages autour de Mossoul. L'équipe accompagne les forces de police qui fouillent les maisons à la recherche de l'occupant. Daesh a déserté le village et abandonné les positions les plus avancées. C'est une position désertée par Daesh. Là, vous avez un lance-missile artisanal. Fais attention, ça peut être piégé. Ali accompagne un soldat qui revient au pays et participe à la libération de son village natal. Les gars de Daesh, je les connais tous. Des membres de ma propre famille en font partie, mes 2 cousins. Ma mère a su que j'avais été blessé. Elle voulait venir me voir. Ses 2 cousins l'ont attrapé et lui ont donné 100 coups de fouet. Où est ton père? Il est ici. Il va retrouver son père après une séparation de plus de 2 ans et demi. Oui, c'est vrai. Oui. Bonjour. Ne pleure pas. N'aie crainte, sur Dieu, je te vengerai. Je te vengerai. Cette séquence sera en bonne position dans la prochaine émission. Couvrir la guerre apporte chaque jour son lot d'émotions fortes. Que fera Ali une fois Daesh défait et la guerre terminée? On y va? Il n'est pas encore temps de répondre à cette question. Le tourbillon de la guerre emporte l'équipe de reporters vers le cœur de Mossoul. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. En Ukraine, 3 ans se sont écoulés depuis le début des manifestations à Kiev qui ont conduit au renversement du gouvernement. L'une des revendications des manifestants, la lutte contre la corruption, a été éclipsée par le conflit dans l'est du pays. Mais le sujet est revenu au cœur de l'actualité et les autorités imposent désormais aux fonctionnaires de déclarer tout leur patrimoine en ligne. Les Ukrainiens ont ainsi découvert que leurs dirigeants possèdent beaucoup d'argent. Reportage de Gulliver Crack. Officiellement, les membres du Parlement ukrainien gagnent 600 € par mois. D'où la surprise suscitée par les chiffres lorsque les députés ont dû déclarer leur patrimoine en ligne.
Oui, je suis riche. J'étais homme d'affaires lorsque j'ai été élu. J'ai vendu mes actifs pour environ 5 millions de dollars et j'ai encore à peu près 15% de cette somme. Beaucoup de députés ukrainiens sont soupçonnés d'utiliser leur position pour s'enrichir. L'un des principaux alliés du président, Igor Kononenko, est accusé de chapeauter un système de corruption. Il a déclaré 2 millions d'euros en liquide, plusieurs luxueuses propriétés et 7 montres suisses. Le projet de loi sur la transparence n'a été adopté qu'à la 5e tentative. Certains ont essayé de le bloquer, comme Tatiana Donetsk. Alors que Donetsk et Kononenko ont déclaré des activités commerciales, la richesse d'autres est totalement inexpliquée. À seulement 27 ans, Andriy Lozovi a déclaré 4 montres suisses, 200 000 euros en liquide, une collection d'art et comme seul revenu, son maigre salaire. Au total, rien que l'argent en espèces détenu par les députés s'élève à près d'un quart du budget de la défense en Ukraine. Dans le même temps, des camions comme celui-ci parcourent la campagne. Les bénévoles y recueillent des dons pour les soldats à l'Est, souffrant du froid et de la faim. Ici, les habitants contribuent avec bonne volonté, mais ils sont aussi amers. Les mots me manquent. Moi, je donne tout ce que je peux, et ces politiciens riches ne peuvent même pas faire un don de 5 hryvnias. Ils devraient être menottés et envoyés en Sibérie. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont volé tellement et ils ne financent même pas l'armée correctement. Acier inoxydable, ma préférée. Vous trouvez que c'est cher? Et combien ça coûte? 7 000 $. Vyacheslav Konstantinovski n'a pas de problème à faire étalage de sa richesse parce que, selon lui, il a fait sa part. Il affirme avoir donné $1 million à l'armée et a même combattu pendant 2 mois sur la ligne de front avant d'entrer au Parlement en 2014. L'ancien banquier a encouragé les inspecteurs anticorruption à enquêter afin de prouver que son argent a été gagné légalement. Je veux que les gens comprennent que je ne suis pas un de ces gars qui les a arnaqués, qui les a volés. Et je veux qu'ils le comprennent le plus vite possible. Il espère que le système de déclaration en ligne aura un impact important. Les e-déclarations, c'est une révolution. Les politiciens qui veulent prendre des pots de vin, ils comprendront bientôt que qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet argent, ou cacher leurs sous. Je pense qu'après toutes ces années, nous serons quittes, parce que moi j'ai dû travailler, j'ai payé des impôts. Et maintenant, eux, ils sont mal barrés. Mais est-ce vraiment le cas ? En 3 ans, depuis que les Ukrainiens se sont élevés contre la corruption, pas un seul haut fonctionnaire n'a été condamné. Les e-déclarations devraient aider le nouveau bureau anticorruption à identifier les cas suspects. Mais il y a un problème fondamental, le système judiciaire corrompu. Les juges et les fonctionnaires des tribunaux ont également rempli des déclarations. Pour ces militants, la priorité est de voir si les modes de vie des magistrats correspondent à leur salaire. Des juges sans patrimoine ou qui vivent modestement, ils sont l'exception. Il y en a très peu. À l'aide d'un drone, le groupe d'Oleg s'est lancé dans un projet, filmer les propriétés des juges. Très souvent, ils vivent largement au-dessus de leurs moyens, ce qui signifie, selon les militants, qu'ils acceptent sans doute des pots de vin. Cette demeure cossue appartient à une juge et son mari, administrateur judiciaire. À eux deux, ils gagnent moins de 2 000 €. En entendant le drone, il est venu nous donner une explication, simple selon lui. Personnellement, je suis très doué de mes mains. Et maintenant, ce que j'aime faire, c'est construire. Je construis, je n'achète pas. Donc le gars, il travaille toute la journée et puis la nuit il se construit une maison. La situation est absurde. C'est évident, il ne dit pas la vérité. La réforme judiciaire est en cours en Ukraine, mais cela prend du temps. Le nouveau procureur anticorruption du pays est frustré. Il craint d'envoyer des affaires devant des tribunaux qui ne sont pas capables de les juger. Le bureau de lutte contre la corruption enquête. Le bureau du procureur anticorruption fonctionne bien aussi.
Mais le tribunal est corrompu. Donc tous ces dossiers peuvent échouer. Nazar Holodnytsky, comme d'autres, considère que l'Ukraine doit se doter d'un tribunal spécialisé pour les affaires de corruption, avec un personnel indépendant. Mais pour le moment, le gouvernement n'est pas convaincu. Le 2 octobre dernier, les Colombiens ont rejeté par référendum l'accord signé entre le gouvernement et la guérilla des FARC, le jugeant trop favorable aux guerrilleros. Et cet accord historique avait pourtant valu au président Juan Manuel Santos d'être auréolé du prix Nobel de la paix. Cette semaine, une nouvelle version du texte a donc été élaborée. Reste à voir si elle sera entérinée par le Parlement et acceptée par la population, plus divisée que jamais. Reportage de nos correspondants Pascal Mariani et Juan Orozco. Au cœur de la région du Chocó, le village de Boraya a vécu l'une des pires tragédies du conflit colombien. Les gens disent que dans l'église, les âmes des personnes qui sont mortes sont encore là. Une centaine de personnes ont été tuées dans cette église le 2 mai 2002. C'était lors d'un combat entre des guérilleros et des paramilitaires retranchés dans le village. Un tir de roquette artisanale des FARC s'est abattu sur l'hôtel. Leiner a perdu 28 membres de sa famille. Ça, c'était le Christ. On a réussi à le récupérer. Mais la plupart des corps des personnes tuées dans l'explosion étaient comme ça, totalement déchiquetés. Les victimes s'étaient réfugiées dans l'église pour fuir les combats. Les noms de ces personnes sont inscrits ici. Récemment, dans le cadre du processus de paix, les FARC sont venus ici demander pardon. Nous avons pu voir que les FARC avaient changé leur comportement et les victimes, après cet acte où les FARC ont reconnu leur tort, disent aussi se sentir plus tranquilles. À Boraya, de nombreux villageois portent encore les séquelles de ce drame. Pourtant, au référendum sur la paix, 95% de ses habitants ont voté oui au traité signé en septembre. Le souvenir est encore vif. C'est la raison pour laquelle Boraya dit oui à la paix, car nous ne voulons pas que d'autres villages vivent cette expérience. L'application des accords de paix devrait s'accompagner d'une aide au développement pour les campagnes meurtries par la guerre. Boraya espère que la paix la sortira de l'oubli et lui permettra de faire enfin décoller son économie. La plupart des gens qui ont voté non vivent dans les villes. Ils ne connaissent la guerre qu'à travers ce que montre la télévision. Depuis que le non l'a emporté au référendum, la Colombie semble coupée en deux. Dans les grandes villes, comme à Bogota, les secteurs conservateurs ont fait campagne en agitant la menace politique que représenteraient les FARC. Dieu ne veut pas que la Colombie tombe aux mains des communistes. L'accord de paix prévoit la transformation de la guérilla en un parti légal et instaure un système de justice réparatrice. Des ex-guerrilleros pourront même se présenter à des élections. La Colombie, le 2 octobre, a dit non. Nous ne voulons pas de ces mauvais accords de paix. Pour Constanza, aucune concession ne doit être faite aux FARC. Cette mère de famille vit à Ciudad Bolívar, le plus vaste quartier populaire de la capitale. Ici, une majorité d'électeurs a rejeté l'accord de paix. Vous avez voté au référendum? Bien sûr. Vous avez voté quoi? Non, c'est bien. Constanza a fait campagne dans son quartier. À Ciudad Bolívar, un argument a fait mouche. Les rebelles bénéficieraient d'avantages dont sont privés les Colombiens les plus modestes. Les guérilleros ont commis des crimes de lèse-humanité et ils vont être récompensés avec un salaire, des terres et en plus, ils vont pouvoir se faire élire. En réalité, les guérilleros ne recevront ni terre ni salaire. Mais l'idée a été répandue par le parti d'Alvaro Uribe. Ennemi déclaré du processus de paix, il réclame des peines plus sévères contre les rebelles, comme de la prison ferme. Constanza et sa famille sont des inconditionnels de l'ex-président. J'admire son caractère, j'admire sa franchise. Il m'a appris à être une femme de conviction. Malgré les retouches apportées au traité, les pro-Uribe continuent de fustiger une paix jugée encore trop clémente envers les rebelles. Mais la défense de la paix
a suscité en Colombie une mobilisation sans précédent. Après l'échec du référendum, des dizaines de citoyens ont installé leur tente place Bolivar au centre de Bogota pour réclamer un accord au plus vite. C'est l'attente d'un campeur ici, au campement pour la paix. Le traité vient d'être remanié en intégrant les propositions des partisans du non. Avec la signature du nouvel accord, ces militants s'apprêtent à lever le camp. Nous avions promis que lorsqu'un nouvel accord serait signé, nous partirions. Ce qui compte, c'est que nous ne voulons plus de cette guerre. Nous devons arrêter de nous entretuer et commencer à construire une paix durable. Le président Juan Manuel Santos doit maintenant faire entériner le nouvel accord. Le temps presse. Dans les forêts colombiennes, 6000 guérilleros attendent de déposer les armes. La plupart des Colombiens espèrent que cette guerre vieille de 52 ans ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. À tout de suite. Depuis quelques jours, les Québécois découvrent avec stupéfaction les méthodes plutôt invasives de leurs policiers. Les communications téléphoniques de plusieurs journalistes ont fait l'objet de surveillance policière pendant plusieurs années. Face à ce nouveau scandale, le gouvernement québécois vient de mettre sur pied une commission d'enquête publique. Le reportage de Pierre Millet. C'est à la rédaction du quotidien La Presse que le scandale éclate. Fin octobre, Patrick Lagacé, l'un de ses journalistes vedettes, apprend que son téléphone était sur écoute entre janvier et juillet 2016. L'œuvre de la police de Montréal qui enquêtait alors sur l'un des informateurs du journaliste, soupçonné d'être un policier ripou. Je suis furieux, mais journalistiquement furieux. Il n'y a pas beaucoup de cas où la police a demandé et obtenu des moyens judiciaires pour fouiller dans la vie d'un journaliste. Et ici, on l'a fait. Et on le fait pour enquêter, non pas sur des questions de sécurité nationale, mais somme toute pour des questions de criminalité assez bêtes. L'affaire est révélée et ne cesse de prendre de l'ampleur. La presse étrangère s'en empare. Le célèbre lanceur d'alerte Edward Snowden y fait même référence lors d'une vidéoconférence pour une université canadienne. En seulement quelques jours, les révélations s'enchaînent. 5 autres journalistes ont été placés sur écoute ces dernières années. Parmi eux, Marie-Maude Denis. Elle est l'une des présentatrices d'Enquête, une prestigieuse émission diffusée sur la télévision publique. Ici, c'est le studio de l'émission Enquête où on enregistre l'émission tous les vendredis. Aujourd'hui, elle est scandalisée. Son travail repose en très grande partie sur les sources anonymes. Il y a des gens qui m'ont révélé des choses extrêmement importantes qui nous ont permis de faire des enquêtes hautement d'intérêt public dans les dernières années. Et moi, j'ai passé temps et énergie à convaincre ces gens-là que j'allais les protéger. C'est une façon un peu de torpiller ce serment-là, ce qu'a fait la police, parce que les gens se disent « Ouais, mais toi, tu me dis que tu vas me protéger, mais il y a toujours une possibilité que la police nous épie. » Devant l'ampleur du scandale, les politiques se disent préoccupés. Le Premier ministre Justin Trudeau se pose en fervent défenseur de la liberté de la presse. Le problème, c'est que cette même classe politique aurait pu faire beaucoup plus sur le sujet. Ça fait presque un an qu'il y a un projet de loi pour protéger les sources journalistiques, justement, qui est à l'étude à l'Assemblée nationale du Québec et qui n'avance pas et qui est nettement insuffisant. Et les amendements proposés par l'association de journalistes que je représente ne sont pas entendus. Donc, on se questionne sur, justement, le sérieux avec lequel les autorités se penchent sur le problème. La police, elle, ne fait aucun commentaire. Seule décision concrète pour le moment, un audit interne des 3 principaux services de police du Québec, lancé par le gouvernement de la province. Le Bangladesh, 4e population musulmane au monde, mais pays à la constitution laïque, fait face depuis 2 ans à une escalade de violence liée aux fondamentalistes islamistes. La branche de l'islam qui domine dans le pays est influencée par la tradition soufie, mais l'influence d'un islam plus puritain lié à la tradition wahhabite croît depuis plusieurs années. Les minorités religieuses et les militants athées sont persécutés par des groupes djihadistes qui se
se livrent une concurrence de l'horreur. Le gouvernement est en guerre contre l'islam radical qui semble avoir de plus en plus d'influence sur la population de ce pays de 60 millions d'âmes à 90% musulmans. Vikram Singh et Yanis Granier se sont rendus à Dacca pour mener leur propre enquête. Dès l'instant où il franchit le seuil de sa porte, Maulana Fariduddin est sous escorte policière. Cet imam modéré est devenu la cible privilégiée des fondamentalistes du Bangladesh, notamment de ceux affiliés à l'État islamique. Si vous regardez la dernière vidéo du groupe État islamique sur le Bangladesh, vous verrez qu'après notre Premier ministre Sheikh Hasina et sa prédécesseur Khaleda Zia, eh bien je suis le numéro 3 sur leur liste. Le Maulana Massoud a déjà été la cible d'une attaque à la bombe en juillet dernier, alors qu'il allait prêcher pour l'Aïd comme chaque année. 3 personnes, dont 2 policiers, ont perdu la vie dans cette attaque. Massoud pense qu'il est ciblé à cause de ses discours contre l'État islamique et l'extrémisme religieux. L'organisation État islamique a une conception très différente de la religion et ils sont extrêmement radicaux. Quiconque les critique est considéré comme un mécréant, un ennemi de l'islam. Ils considèrent qu'il est de leur devoir de tuer les mécréants. Donc cette attaque à mon encontre et celle d'autres musulmans n'est pas si surprenante, car ils ne nous considèrent pas comme de vrais musulmans. L'attentat contre Massoud n'a eu lieu qu'une semaine après le massacre du 1er juillet dans la boulangerie de Dacca. Avant que les commandos bangladais reprennent le contrôle du lieu, 21 personnes avaient été tuées, principalement des étrangers. C'est la plus importante attaque terroriste que le pays ait connue à ce jour, perpétrée par 5 jeunes Bangladais au service de l'État islamique. Shishir Bairagi travaillait dans la cuisine quand l'attaque a démarré. C'est très triste. On était heureux de travailler ici. Et voir les choses se terminer comme ça, c'est vraiment douloureux. Comme beaucoup d'autres, Shishir a été surpris de découvrir l'identité des terroristes. Ils avaient l'air de clients normaux quand ils sont entrés, et nous ne pouvions pas soupçonner qu'ils étaient des terroristes. Ils parlaient comme des gens éduqués, issus de familles bien comme il faut, et les voir commettre ce genre d'atrocités, c'est terrible. Parmi les terroristes, beaucoup ont fait leurs études à Dacca, dans des institutions réputées comme l'Université Nord-Sud. Pour certains spécialistes, les jeunes hommes riches et éduqués sont la nouvelle cible de recrutement de l'État islamique via sa propagande sur Internet. Désormais, toutes les familles de la classe moyenne sont en alerte. Il y a beaucoup d'inquiétudes vis-à-vis de leurs enfants. Ils se méfient, veulent mieux savoir quelles sont les activités de leurs enfants. Car c'est la classe moyenne, le cœur économique de notre société qui a été touché. Et c'est ce qui a tiré la sonnette d'alarme et poussé le gouvernement à réagir. Ce bâtiment en construction est un symbole de cette réaction tardive et précipitée pour lutter contre le terrorisme. Il abritera une nouvelle unité de police spécialement dédiée au contre-terrorisme. Depuis l'attentat de la boulangerie, nous sommes sur le pied de guerre. Nous allons avoir un nouveau bâtiment, de nouveaux bureaux et des équipements importants mis à disposition par le gouvernement. Ça va nous permettre d'intensifier nos activités et ce sera un tournant dans la lutte contre le terrorisme. Bien que Daesh ait revendiqué de nombreux attentats de taille ces 2 dernières années, le gouvernement continue de nier la présence de l'organisation au Bangladesh. Des critiques accusent le gouvernement d'utiliser l'antiterrorisme contre ses opposants politiques. Nous savons avec certitude que le groupe État islamique n'est pas actif au Bangladesh. La vraie menace, c'est un groupe qui s'appelle le nouveau JMB, une organisation issue du JMB, le Jamaat ul Mujahideen Bangladesh. C'est une organisation terroriste bien connue ici, dans notre pays. Si le gouvernement nie la présence de l'État islamique, il est en revanche difficile de nier la radicalisation de la population. Une enquête de 2014 du think tank américain Pew Global estime que 47% des Bangladais sont favorables aux attentats suicides commis au nom de l'islam. C'est le pourcentage le plus élevé parmi les principaux pays musulmans. Les responsables pointés du doigt sont les imams des mosquées et madrasas du pays, aux enseignements toujours plus radicaux. Maulana Farid
a formé une coalition de 100 000 religieux pour faire bloc face à la rhétorique de l'État islamique. Il ne faut pas beaucoup de monde pour créer un climat de terreur. Si vous n'êtes pas vigilant, une petite étincelle suffit à déclencher un terrible incendie. Et ce feu peut tout détruire sur son passage. C'est pourquoi nous prenons tout cela très au sérieux. Autre lueur d'espoir pour le pays, les récentes défaites de l'État islamique en Irak, qui pourraient diminuer l'attrait des jeunes Bangladais pour l'organisation. Restez des nôtres, on se retrouve après ceci. Stocker du Pays Basque dans la province de la Soule, qui est fabriqué depuis des siècles, l'espadrille de Mauléon. 5 ateliers confectionnent encore cette sandale de toile traditionnelle cousue sur une semelle de jute et désormais revisitée par les stylistes avec des tissus originaux et des semelles compensées. Code 24 vous emmène ce soir dans les coulisses de cette célèbre chaussure de toile. C'est à Mauléon, en plein cœur du Pays Basque, qu'est fabriquée depuis plus de 2 siècles l'espadrille. C'est une machine unique, il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une à Mauléon qui fonctionne comme ça. Et si on casse une pièce, on ne va pas aller chez le fabricant de machines, ça n'existe plus. Ça. Enfin, moi je sais que quand j'ai annoncé ça à mes parents, je vais quitter mon emploi pour aller lancer une entreprise d'espadrille avec une amie d'enfance. Ils m'ont un peu regardé en me disant qu'est-ce qui se passe. Aujourd'hui, c'est notre supporter numéro 1 pour notre projet. Ouais. Cette sandale pyrénéenne, 100% naturelle, est constituée d'un tissu cousu sur une semelle de jute. Aujourd'hui, 5 sociétés la confectionnent encore à Mauléon. Dans son usine, Armand Marzin en fabrique 400 000 par an, des classiques et des plus modernes. Là-bas, on a la coupe toile. Après, on a tout le piquage. Ensuite, ici, on a le montage où on colle la toile sur la semelle pour passer à la couture au rebord. Où là, on coud tout le tour de l'espadrille. Dans son atelier, le sandalier utilise une machine conçue à Mauléon pour la semelle de l'espadrille. C'est la presse à vulcaniser. Il y a des moules, comme vous avez là. Là, des moules qui sont gravés, où on met le caoutchouc, on met la semelle, et après c'est cuit à 180 degrés pendant à peu près 2 minutes et demie. Voilà, là c'est vulcanisé, c'est une vulcanisation, c'est le caoutchouc qui s'incruste dans la presse. Mauléon s'impose comme la capitale de l'espadrille au XIXe siècle. À l'époque, des milliers d'ouvrières espagnoles traversent chaque année la frontière à la recherche d'un travail. On les appelait les hirondelles parce qu'elles venaient travailler en hiver. Alors, elles prenaient un peu le sens inverse des hirondelles. En hiver, elles passaient les Pyrénées pour venir ici à Mauléon. Il faut imaginer des jeunes femmes très très courageuses parce qu'il n'y avait pas de route. On traversait les Pyrénées à pied, c'était à peu près 3 jours de voyage, donc il y avait des étapes en montagne. Et au printemps, au mois de mai, elle repartait chez elle avec un petit pécule. Et surtout, les souvenirs qu'on en a gardés, c'est plutôt les souvenirs de femmes heureuses qui savaient chanter malgré les souffrances. L'espadrille a acquis sa renommée grâce à ses tissus légers et confortables, même par grande chaleur. Cette toile, on la trouve dans la vallée voisine. Aujourd'hui, la concurrence espagnole et surtout asiatique ont fait des ravages. Il ne reste qu'un seul métier à tisser dans tout le Pays Basque, à Saint-Palais. Ils datent, ces métiers à tisser, des années 60-65. Ils sont conçus exclusivement pour la toile à espadrille. Sur chacune des aiguilles, vous avez un trou ou un chat. Et chacun des 1472 fils va passer dans un chat d'une aiguille de façon manuelle. C'est nous qui les amenons manuellement, les uns après les autres, sur les 1472 aiguilles qu'il y a.
Et ça, c'est un travail qui peut prendre une semaine de travail environ à 2 personnes pour passer les 1472 fils dans les 1472 aiguilles. La production de toiles espadrilles fabriquées en France est quelque chose de rarissime, rarissime. Toute la toile fabriquée ici est destinée aux ateliers de Mauléon. Elle sera notamment cousue sur les semelles que fabrique encore Jean-Pierre Hérocard sur cette relique, un métier à tisser vieux de 108 ans. Et pour former la semelle, voici la mouleuse. Il a une bande métallique sur le dessus avec des petits trous et des pointes. Pointes qu'on va déplacer quand on va changer de pointure. C'est un outil qui doit avoir 80-100 ans certainement. D'ailleurs, quand on le voit, il est très usé. Et tout ça, c'est le frottement de la main des générations qui ont travaillé là-dessus. Elle a une âme, quoi. Hein. C'est la fille de Jean-Pierre qui termine les espadrilles. Ici, la couture se fait à la main. En fait, le cousu main, on fait un point de boutonnière ou, si vous voulez, un nœud à chaque fois. Donc, même si ça craque, ça n'ira jamais plus loin. Tandis que les espadrilles qu'on trouve en supermarché, comme ça, elles sont cousues mécaniquement, mais elles ont un point chaînette. C'est-à-dire que si il y a un point qui saute, vous tirez, il y a tout qui vient avec. Donc, il y a une qualité quand même nettement supérieure. Il faut 3/4 d'heure à la main contre 3 minutes sur une machine. C'est bon. D'après vous, qu'est-ce que ça donne? Très beau, très bien. Nickel. Aujourd'hui, 2 jeunes stylistes de Mauléon sont venus découvrir leur nouvelle création. Elles revisitent l'espadrille depuis 4 ans sous toutes ses coutures. On a vraiment voulu justement créer nos espadrilles en fait qu'on aurait aimé porter nous. On a apporté d'autres tissus, du pailleté, du coloré, enfin voilà, on a essayé d'apporter vraiment cette valeur sur l'espadrille et c'est ça qui nous intéressait vraiment à la base. Tout le monde aime avoir un petit produit qui est différent, original, fabriqué en France. Les gens sont intéressés aussi par ça, pour retrouver du local, retrouver quelque chose de bien fait, de qualité. Voilà, c'est ça qui est important, je pense. Code 24, c'est déjà fini pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle fenêtre sur l'actualité internationale. Vous pouvez dès à présent revoir cette émission sur notre site internet. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Excellente suite de programmes sur notre antenne et à la semaine prochaine.